Vous êtes sur Vox Africa et c'est le 8e numéro de Politiquement Incorrect. Aujourd'hui, nous allons parler de la France-Afrique. La France-Afrique est-elle morte? C'est un sujet, vaste sujet politique, pour lequel j'ai sur le plateau aujourd'hui deux invités. Il s'agit tout d'abord de M. Abakar Assilek, qui est le président qui est le responsable des patriotes de la diaspora tchadienne. Bonjour, M. Assilek. Bonjour, M. Lune. Avec moi également, M. Mamadou Sissé, qui est le secrétaire adjoint aux relations internationales du PARENA. Le PARENA, c'est le Parti pour la Renaissance nationale au Mali. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Et nous allons, pour commencer, donner la parole à Marc Onaï Sangui pour parler de la France-Afrique. Voici ce qu'il en dit. Monsieur Mamadou Sissé, vous venez d'écouter Marc Onaï Sangui de la société civile gabonaise qui estime que de toute façon la France-Afrique, qu'elle soit morte ou pas, elle est condamnée à mourir. Oui, bon, elle est condamnée à mourir comme tout phénomène social, comme toute situation qui, lorsqu'elle atteint une certaine maturité, elle est appelée à disparaître puisque le contexte n'est pas favorable. Les acteurs en présence aussi ne le sont pas. Et quand on parle de contexte, c'est un peu actuellement le contexte de l'Afrique post-démocratie, entre guillemets. C'est-à-dire que depuis des années 90, depuis la fin de la guerre froide, l'Afrique a beaucoup changé, comme le reste du monde. Les intérêts ne sont plus les mêmes. Depuis 90, il y a certains acteurs majeurs de la France-Afrique qui ne sont plus là. Et même si des grands symboles perdurent encore dans le reste du débat, on aura l'occasion d'en parler. Effectivement, la France-Afrique sera amenée à disparaître, mais ce n'est pas aujourd'hui quand même que ça l'est. Donc vous pensez qu'elle perdure toujours, la France? Ah oui, oui, elle perdure toujours, elle perdure toujours. C'est comme tout phénomène, comme je l'ai dit au départ, on est en pleine mutation actuellement. Peut-être que les données ne sont plus les mêmes, peut-être que les appellations ne sont plus les mêmes. Les terminologies, on essaie de les enrober, mais la France-Afrique a la vie dure. D'accord. Monsieur Assilek, quel est votre regard sur la France-Afrique et surtout, quelle est votre réaction au propos de Marc Onaï Sangui? Écoutez, je viens d'écouter le frère qui est de l'autre côté. Moi, je me dis, je poserai la question autrement. Ce n'est pas que la France-Afrique est morte, mais moi, je me pose la question, comment identifier cette mutation? C'est-à-dire que on nous a servi après Berlin, après le discours de la Baule de M. Mitterrand,
d'où l'Afrique doit se démocratiser avec le multipartisme. Donc nous sommes partis avec une autre France-Afrique, une autre physionomie. Certainement, moi je partage ce que dit le frère gabonais, dans la mesure où la France tient toujours l'Afrique, et on a vu tous les chefs d'État, que ce soit Sarkozy ou Hollande, à chaque fois on nous parle que dès qu'on prend les affaires, on tuera la France-Afrique. Mais au fait, on revient de plus belle et autrement. Donc moi je me dis, au lieu de poser la question, elle est morte, elle n'est pas morte, parce que tout le monde le sait que par l'intervention Serval, depuis 2013, la présence militaire française s'est accentuée en Afrique. Et des chefs d'État sont en place, protégés par la France. Donc ça, c'est un dispositif militaire qui a été déclenché par la France. Exactement. Donc je pense que moi, personnellement, je me dis que la France-Afrique n'est pas morte. Elle est ancrée en Afrique. Maintenant, dans les échanges, nous allons essayer de voir comment essayer d'identifier exactement quels sont ces éléments qui nous montreront que la France-Afrique n'est pas morte. Alors, Monsieur Cissé, quand on regarde quand même l'évolution des choses, dans le passé, quand la France ne voulait plus d'un président, elle pouvait le déposer. Quand elle voulait soutenir un gouvernement, elle ne se cachait pas pour le faire. Or, aujourd'hui, il y a quand même eu des évolutions. On a vu le président du Burkina Faso tomber, on a vu d'autres président tombé. Est-ce que cela ne manifeste pas également le signe que la France-Afrique est beaucoup plus fantasmée qu'elle n'est réelle? Oh, la forme actuelle de mener les mêmes opérations, elle est beaucoup plus subtile. Comment se passe-t-elle? Elle est beaucoup plus subtile. Il existe toujours des réseaux occultes qui prennent soin de tripatouiller les élections, de conseiller ou de... Ça, ce n'est pas la France-Afrique, c'est de la fraude électorale. Oui. Mais d'après des informations que nous avons, c'est quelque chose qui est bien préparé de l'extérieur. Et ces réseaux ne sont pas en Afrique, ils viennent de la France. Ce sont des réseaux qui sont très puissants. Dès qu'ils ont un poulain en course, ils descendent sur le terrain, ils commencent à avoir des cellules dormantes dans le pays qui permettent effectivement de conquérir le pouvoir par la voie des urnes. Donc c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus dangereux. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui à la tête de certains États, on se retrouve avec des hommes démocratiquement élus, mais qui en réalité ne sont pas du tout élus comme on le pense. Vous partagez cette analyse de M. Mamadou qui est quand même assez pessimiste quant à l'évolution des choses en Afrique. Ça fait plus de 50 ans après les indépendances. Si on s'arrête aux années 60, qui ont été les années des indépendances de la plupart de nos pays, ça fait plus de 55 ans aujourd'hui qu'on est indépendant. Continuer d'invoquer la France-Afrique, est-ce que ce n'est pas rétrograde? Mais écoutez, je ne pense pas que nous sommes dans un rôle de victime. Non, c'est que... Ces réalités existent. Bon, oui, il faut le dire. Et en même temps, la France-Afrique a ses outils, a ses éléments, a ses codes. Je prendrai un exemple simple des chefs d'État après que Mitterrand avait parlé de la Bolle. Le discours de la Bolle. Le discours de la Bolle. Oui. On s'est retrouvé avec des chefs d'État, avec des partis politiques pléthoriques. Je prends l'exemple... dans un pays de l'Afrique centrale où des partis politiques sont à 150, leur nombre. C'est-à-dire qu'on a la quantité et malheureusement, ce multipartisme n'a pas donné naissance à une vraie démocratie, à une bagarre de programmes, d'où la jeunesse, d'où les gens peuvent proposer et puis on va vers le programme qui nous intéresse. Mais on est parti, c'est une stratégie de diviser encore beaucoup plus pour mieux régner. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec des chefs des partis politiques. Les militants de base sont les gens de sa région. Si ce ne sont pas ses cousins, ce sont donc il y a le régionalisme d'alliance. Oui. Exactement. Et moi, je me dis que la France-Afrique revient avec cette stratégie, connaissant bien le taux d'alphabétisation des Africains, surtout de l'Afrique francophone et surtout de la sous-région de l'Afrique centrale. Et surtout, moi je suis du Tchad, de chez moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont pas la capacité de discerner, de comprendre le texte, mais c'est à la tête des clients
si tel est de ma région, si tel est de ma confession, je vais vers. Donc, moi, je me dis que c'est une autre façon de revenir. Ce qu'il a dit par rapport à l'implication de l'extérieur à la fraude et que vous avez dit que, bon, c'est nous-mêmes, je pense qu'il y a aussi des outils. On a des observateurs européens qui viennent en Afrique. Il y a des observateurs de l'Union africaine également. Exactement. Mais bon, moi je pense que je prendrai le cas du Tchad. On a vu Louis Michel qui était parti au Tchad. Qui est député européen. Qui est député européen en 1996. Moi j'étais au Tchad. C'est les premières élections. Normalement, je l'ai dit parce que j'étais à cette époque militant de RDP, de M. Lulman Ochoa. Et on nous a fait savoir que c'est le RDP qui avait gagné les élections. Malheureusement, ils ont fait dépêcher Koko Kofigo, l'ancien Premier ministre togolais. Et ils étaient partis à la commission, la CENI. Et un deal a été retrouvé où la soi-disant stabilité politique. Donc pour vous dire... Mais ce que vous décrivez là concernant le Tchad, oui. On pourrait l'appliquer au Soudan, ça marcherait. On pourrait l'appliquer je prendrai d'autres pays, mais on pourrait l'appliquer à n'importe quel pays en Afrique ou en Europe, ça marcherait si les institutions et l'organisation des élections n'étaient pas encadrées. Je ne pense pas, parce que le cas du Tchad est spécifique. D'abord, stratégiquement, l'armée française a une base au Tchad. Et allez dire à M. Kebzabo, allez dire à M. Lulman Ochoa, même s'il gagne les élections, comment il peut intégrer le palais de la présidence, puisque la garde rapprochée ne sont que de la famille du président. Donc je vais vous dire, ces problèmes-là existent. Et en plus, la France surveille tout ce qui se passe. C'est-à-dire, ils surveillent comme le lait sur le feu et des biais protégés, pour vous dire. Donc, ces choses-là existent. Et il ne faut pas aussi être pessimiste, comme le frère Cissé. Aujourd'hui, quand on voit le cas tunisien, on avait vu Ben Ali, comment il était parti. On avait vu la sortie de Mme Ayo Marie, dire que nous avons la compétence. Mais malheureusement... Pour vendre des outils de répression des manifestants. Exactement, exactement. Donc, on s'est retrouvé avec une jeunesse qui a... c'est pas le même, hein, des années 60. Il y a les outils, qui est des réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ces réalités existent. Et hier, je pense qu'il y avait des journaux, je ne vais pas citer ici, mais c'est des journaux qui sont achetés par des chefs d'État qui cachent les réalités de ces États-là. Mais aujourd'hui, partant de Facebook, partant de Twitter, c'est des choses que même si on ne le veut pas, on le regarde quand même. Mais quand on parle de France-Afrique, et c'était le propos de Marc Onaï-Sangui, quand on parle de France-Afrique, est-ce que ce n'est pas nier le fait que l'Afrique est à la fois francophone, anglophone, lusophone, arabophone par moment, et que si on la réduit uniquement à la France-Afrique, c'est quand même une vision plutôt passéiste de l'histoire du continent? Avant de répondre à votre question, j'ai eu l'impression que je suis pessimiste dans mes propos quand je constate que les rouages de nos États, de nos pays sont truffés aujourd'hui de nouvelles formes de prédation de nos institutions et autres. Quand je dis que les élections sont manipulées, je n'invente pas, je ne suis pas pessimiste quand je dis ça. Mais c'est une réalité. Est-ce que vous ne donnez pas trop de pouvoir à la France, plus de pouvoir qu'elle n'en a en réalité, oui, mais plus de prise qu'elle n'a sur la réalité? Ce n'est pas que je lui donne plus de pouvoir. Ce que je constate, c'est que la plupart des chefs d'État, ceux qui veulent arriver au pouvoir, ont une forme d'allégeance vis-à-vis d'un certain nombre de réseaux, un certain nombre de milieux en France ici. Je ne donne pas plus de pouvoir si je constate, comme tout le monde aujourd'hui, que des hauts fonctionnaires de l'ère Focard se sont reconvertis aujourd'hui en consultants et ont pris d'assaut les palais des chefs d'État africains et sont des consultants et des conseillers. Des pays pétroliers, des grands pays ont aujourd'hui dans leur sein des consultants, des gens qu'on qualifie souvent de mafieux, qui sont là et ils ont leur entrée sans problème dans ces palais. Ce n'est pas être pessimiste ou d'être passéiste que de constater ça. Là, je parlais de mutation à un moment donné. Il y a une mutation profonde aujourd'hui du fonctionnement de la France-Afrique qui nous fait dire cela. Maintenant, c'est au contraire, c'est le présent même qui est caractérisé comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est comment il faut faire maintenant pour dénouer tout ça, pour voir un peu les choses un peu plus différemment. Mais comment les Sénégalais ont fait pour s'en défaire? Voilà. Comment les Burkinabés ont fait pour s'en défaire? Exactement. Voilà. J'en viens justement à ces formes modernes de lutte qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que la société civile est une réalité
Et cette réalité, il faut la canaliser, il faut la gérer. Les Sénégalais, ils ont eu le mouvement Y en a marre. Ce mouvement Y en a marre a été bien encadré politiquement. Celui qui ne le sait pas, qu'il le sache aujourd'hui. Lorsque spontanément des gens se sont levés pour se battre et refuser un certain nombre de choses dans ce pays, ce n'est pas compliqué. Ils ont fait appel à des hommes politiques très compétents. Ils ont demandé à ce que ceux-ci viennent carrément dans leur rang pour canaliser, pour conduire les choses. Le balai citoyen a fait de même. Au Burkina Faso. À un moment donné, ils ont atteint leurs limites, entre guillemets, parce que la société civile, quand même, mine de rien, elle a ses limites. Et appel a été fait à une classe politique, une certaine classe politique qui a canalisé les choses pour arriver à un certain nombre de résultats. Je vais retourner un peu plus loin d'ailleurs pour dire que même au Mali, en 1991, nous avons connu ça. Les organisations modernes ont mis le pouvoir en branle et à un moment donné, il a fallu des politiques pour cadrer, pour faire et parachever la révolution de mars 1991. C'est pour dire tout simplement qu'effectivement, il y a un espoir du côté de ces formes modernes d'organisation, de ces outils modernes qui existent, qui sont les réseaux sociaux ou autres. Bon, il se trouve que pour le mener à bien, il faut une certaine capacité réellement d'agir dans le pays. Et l'Afrique aujourd'hui, vous le dites si bien, a beaucoup changé. Dans certains pays, il est difficile de mobiliser les populations contre le pouvoir central. Parce que dans certains pays, le pouvoir central, aussi bien il est soutenu de l'extérieur par un certain nombre de réseaux, mais à l'intérieur, il y a des potentats, des aristocrates qui sont là, qui détiennent un certain nombre de rouages. Et le pouvoir essaie de s'appuyer sur ceci pour garder son pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, appeler à manifester, appeler à protester contre les choses de la place publique, ça nécessite un travail de fond, un travail énorme. Et souvent, les oppositions sont très affaiblies pour des raisons X ou Y. Dans certains pays, c'est par la violence, dans certains pays, c'est par l'exil, dans d'autres pays, c'est par comment s'appelle, les privés, tous les moyens qui existent. Au Mali, par exemple, l'opposition n'accède pas à la radio publique. L'opposition n'a pas droit à aller faire des débats comme ça sur la chaîne de télévision publique regardée par tous les Maliens. Aujourd'hui, pour qu'un opposant puisse s'exprimer et se faire entendre, il faut qu'il déploie des moyens considérables. Là où le gouvernement, il suffit d'un communiqué pour qu'il défasse tout ça. Ça veut dire tout simplement que même si ces formes modernes existent aujourd'hui, on a encore un bout de chemin à faire. Et ce n'est pas pour dire que la France-Afrique est là pour nous empêcher de faire ce genre d'action, mais c'est pour dire tout simplement qu'elle est un bon conseil, elle est un bon appui pour ceux qui sont en place. D'accord. Donc là, elle s'est modernisée. Le logiciel de la France-Afrique a changé. Le logiciel a changé. Aujourd'hui, on ne dit plus cellule africaine, on dit conseiller diplomatique. Hein? Sarkozy a appelé son monsieur Afrique conseiller diplomatique. Hollande l'appelle toujours la cellule du conseil diplomatique du président de la République. Hein? On a changé un peu les appellations. Aujourd'hui, on ne dit plus coopération française, on a trouvé des formes plus light, de façon un peu plus facile à accepter par les populations. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus redoutables pour l'Afrique, ce n'est pas forcément des présidents ou des ministres, c'est plus des fonctionnaires tapis dans l'ombre qui font un certain nombre de travail. C'est aussi des patrons qui ont un certain nombre de lobbies sur place, qui sont souvent même plus puissants que les gouvernements. Et c'est le moment pour moi de convoquer à nouveau Marc Konaï-Sangui pour parler de ce que devraient être les nouveaux moyens de contourner ou d'éradiquer la France-Afrique. Écoutons Marc Konaï-Sangui.
Deux choses à retenir dans cette intervention de Marc Konaï-Sangui. La première, c'est que finalement, la France a de nouveaux concurrents sur le terrain de ses anciennes colonies. Et la deuxième, c'est que c'est devenu une relation d'affaires. Il faut du gagnant-gagnant. Jusqu'ici, on avait l'impression que c'était gagnant-perdant. Quelle est votre réaction, M. Mamadou Cissé, à ces propos de Marc Konaï-Sangui? Oui, donc ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que ceux qui sont redoutables en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas les politiques forcément, ce sont des hommes d'affaires. Chacun d'entre nous se souvient, lorsque le président français décroche son téléphone, mettre la pression sur Ali Bongo Ondimba pour qu'il reçoive le PDG de Veolia qui avait besoin de renouveler la concession chez lui. Ça, c'est un cas sur plusieurs qu'on peut citer. C'est pour dire tout simplement que la France n'avait pas la clé pour entrer en Afrique parce que cette position de condescendance qu'on a connue, le mépris qu'il y avait, ce paternalisme qu'il y avait pendant l'époque de la France-Afrique redoutable, qui était celle du focardisme, eh elle est révolue. Elle est révolue de force aujourd'hui parce que tout simplement, d'autres ont compris qu'en Afrique, il y a des choses à faire. Et ceux-ci viennent avec d'autres discours, d'autres messages. Hein? Des investissements colossaux, des moyens financiers importants, souvent des prêts sur 50 ans, commencer à rembourser au bout de 10-15 ans. Je crois que c'est très, très attrayant. Et ça c'est très, très difficile pour la France, puisque ça coïncide avec une époque, un moment où la France n'a pas les moyens de sa politique, pas les moyens de sa puissance. Et aujourd'hui, donc, le forum qui a eu lieu ici en février à Paris, c'est une façon de reprendre la main, de voir dans quelle mesure les relations ancestrales, les relations séculaires que la France a avec l'Afrique peuvent sensibiliser, caresser dans le sens du poil les Africains afin qu'ils restent encore sensibles, ouverts, accepter l'implantation des entreprises africaines et françaises en Afrique. Moi, je pense qu'effectivement, l'ouverture, la mondialisation est un atout considérable sur ce plan, que les Africains devraient saisir et que nous devrions comprendre chacun et aller dans le sens de la défense de nos intérêts. Parce qu'en réalité, loin de moi l'idée de ressasser la France-Afrique, de culpabiliser la France ou de me dire, tiens, de pleurer sur notre sort. Non. En réalité, il faut qu'on prenne conscience que chacun défend ses intérêts et les Africains doivent défendre leurs intérêts. Le général de Gaulle le disait, hein, la France n'a pas des amis, il n'y en a que des intérêts. Exactement. Moi, je pense que de ces côtés-là, moi, je vais juste rappeler le rapport du Sénat diligenté par Bockel. Jean-Marie Bockel, ancien ministre de la Coopération. Exactement, qui rappelle que la France a bien besoin de l'Afrique. Et certainement, quand on évoque la France-Afrique, il y a aussi l'objet de dominance qui est là, le politico-affairisme qui ressort aussi. On ne peut pas parler de la France-Afrique et ne pas parler d'Elf. On ne peut pas parler de la France-Afrique, parler de Bolloré. On ne peut pas parler de la France-Afrique, parler de Bouygues. Donc, nous savons que, et quand on prend, par exemple, aujourd'hui, le monde est ouvert. Quand on prend l'exemple des BRIC, Brésil, Russie, Inde et la Chine, ça montre que ces pays sous-développés, ces pays qui d'antan ont méprisé, ont pris les choses en main et ils ont tracé leur chemin. Je pense que l'Afrique aussi doit sortir de cet tutorat, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir au marché mondial. Et là, ça ne peut se faire que dans la souveraineté totale de l'Afrique. Parce que qui prive l'Afrique de souveraineté? Ben écoutez, c'est ces réseaux-là. Parce que s'il faut parler de dominance, il faut parler de politico-affairisme. Ça parle aussi des services secrets et des militaires, des bases militaires qui sont en Afrique, qui maintiennent des chefs d'État. Et là, c'est déjà un méfait pour le développement de ces États-là. J'ai cru entendre quelque part que c'est parce que les relations France-Afrique étaient gagnant-perdantes que le concept chinois de relations gagnant-gagnant prend aujourd'hui de l'ampleur et permet à la Chine d'avoir une pénétration du marché africain très importante. Est-ce que vous partagez déjà cette analyse-là? Écoutez, je partage, mais il faudrait aussi dire que la France peut faire mieux. Parce que nous avons des liens séculaires avec la France. Il ne faut pas le nier. Tout ce que nous souhaitons, c'est la coopération égal à égal. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'ami nargue l'autre. Il ne faudrait pas que l'ami sous-estime l'autre. Nous voudrions une coopération égal à égal. Bon, la Chine a fait ses preuves en Afrique.
On a vu des choses, bon, pas de qualité hein, qui soient en Afrique. Quand ils font le travail, c'est un travail qui n'est pas bien achevé, parfois. Et on a vu le cas du Tchad. Ils exploitent la raffinerie des Jarmaya, où ils ont déversé dans un champ le reste du pétrole. Donc, c'est un dégât pour l'environnement. Et là, ça montre que quand on prend un peu l'exemple en Afrique, la Chine, sa pénétration en Afrique, a un point positif. Mais quand on cherche à voir le fond, serait mieux de voir avec l'ami qu'on connaît. Et là, il faudrait que l'ami mette un peu de l'eau dans son vin, qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'il ne faut pas choisir juste un président, délaisser des millions de personnes, alors que ces chefs d'État qu'eux, ils imposent et qui protègent, pillent l'Afrique avec leur famille. On peut parler des biens mal acquis ici. Les gens sont bougrement riches, des milliards, alors que des pauvres en Afrique, on prend des cas, des capitales qui n'ont pas d'électricité, des capitales qui n'ont pas de l'eau potable. Et là, ça pose problème. Ça pose problème. Et c'est ce qui fait que les gens ont de la haine aujourd'hui. D'accord. Mais quand on regarde quand même les relations de l'Afrique avec le reste du monde, bien sûr, il y a comme dans tous les couples, hein, dans toutes les relations, des moments forts et des moments moins forts. Et ça, on l'a remarqué dans les relations entre l'Afrique et la France. Mais est-ce que l'Afrique est condamnée aujourd'hui à choisir parmi ses partenaires ceux qui sont les moins mauvais ou les moins pilleurs Est-ce qu'elle n'a pas la capacité elle-même de bâtir une relation diplomatique ou partenariale dans laquelle elle impose aussi ses priorités? Oui, non, mais ça veut dire que la question centrale n'est pas forcément le choix entre X ou Y. La question centrale reste le développement interne de l'Afrique. Le développement interne de l'Afrique ne se fera que lorsque les dirigeants prendront à bras le corps les vraies préoccupations des populations. C'est-à-dire? C'est-à-dire se nourrir, se vêtir, se loger, s'éduquer. S'éduquer, s'éduquer, s'éduquer. Je ne sais même pas combien de fois il faut le dire. Parce que lorsqu'on participe à une compétition... Mais quand on est éduqué et qu'on ne trouve pas de l'emploi à la sortie de l'éducation... Quelle éducation on a eu en fait? La question, ce n'est pas on est éduqué, mais quelle éducation on a eu? On a eu des diplômes, on a été formé. Des diplômes en droit, des diplômes, je sais pas, en sciences ultra, je sais pas moi, biologie et biotechnique et consorts. C'est quand même mieux que rien. Oui, c'est mieux que d'avoir un taux d'éducation à 10%. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que je caricature un peu vos propos, vous comprenez? Non, je voudrais dire que quand je parle d'éducation, pour moi, c'est l'éducation qui a un impact réel sur la vie au quotidien. L'Afrique doit former aujourd'hui des ouvriers agricoles, des techniciens agricoles, des techniciens dans la transformation, des ingénieurs dans la construction des routes, des bâtiments et autres. L'Afrique doit former dans des secteurs où il y a un besoin colossal aujourd'hui. Et avec qui elle doit le faire? Est-ce qu'elle doit le faire avec ses anciens partenaires, ses anciennes puissances coloniales? Est-ce qu'elle doit le faire avec les nouveaux partenaires qui arrivent sur la scène internationale? Moi, je crois qu'elle doit le faire avec elle-même d'abord. Je suis un très grand fan du modèle coréen. Vous savez, les Coréens... Corée du Sud ou Corée du Nord? Corée du Sud. C'est la Corée du Nord. Non, Corée du Sud, Corée du Sud. Enfin, un fan, n'exagérons rien, mais je suis intéressé par comment ils ont procédé. La Corée du Sud, pendant 15 ans, n'a pas envoyé un directeur national à une conférence internationale. Ça, c'est un peu la caricature là aussi. C'est pour dire tout simplement que pendant 15 ans, ce pays est resté, je ne dirais pas enfermé, mais resté à compter centime après centime les dollars ou les recettes d'exportation qu'elle gagnait. Et elle les investissait uniquement dans l'appel à des intervenants extérieurs, des érudits, des grands savants, des grands intellectuels qui viennent pendant 1 semaine, 2 semaines former les étudiants, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, etc., etc. Et pendant cette période-là, la Corée a construit le fondement de son développement qu'on connaît aujourd'hui. Samsung et autres, je ne fais pas de publicité. Moi, je pars du même principe. L'Afrique aujourd'hui a les moyens. Et même les partenaires multilatéraux sont d'accord à l'accompagner sur ce terrain-là, à former des cadres, à former des citoyens, des gens, sur la base d'un certain nombre de préoccupations qui sont les préoccupations majeures des populations. Ce fondement-là, une fois qu'il est bâti, à ce moment-là, on pourra ouvrir sur autre chose. D'accord. Comment vous comprenez qu'aujourd'hui, certains pays africains qui produisent du pétrole, de l'or, ne connaissent même pas la quantité réelle qui est exploitée, qui est exportée? Ils n'ont pas des ingénieurs, ils n'ont pas des techniciens formés, ils n'ont pas d'inspecteurs formés dans ce domaine-là. C'est pour dire tout simplement que
l'Afrique doit Ils n'ont se pas de sol recentrer. en matière de pétrochimie. par Voilà, exemple. des choses comme ça. Pour des pays pétroliers comme le Tchad, pourquoi pas? Moi, je pense que je vais rebondir sur ça, c'est que moi, j'accuse la mauvaise gouvernance. Avant d'accuser la France-Afrique. C'est-à-dire que la mauvaise gouvernance, c'est un enfant de la France-Afrique. D'accord. Il faut le dire. C'est un enfant de la France-Afrique. Et si aujourd'hui, chez nous, on exploite le pétrole, on ne connaît même pas le nombre de barils qu'on vend, ça veut dire que quelque part, le chef est tenu. Le chef est tenu par ceux qui vendent le pétrole, parce que le pouvoir... Par ceux qui l'exploitent déjà. Exactement. Parce que le pouvoir n'est pas un pouvoir populaire. C'est un pouvoir, soi-disant démocratique, entre guillemets. Le chef est protégé par des firmes extérieures, d'où la richesse ne profite pas aux autochtones. Le cas du Tchad, il faut le souligner, même si les dictateurs ne se valent pas, on voit un peu en Guinée équatoriale, au moins les choses avancent dans ce sens-là, même s'il y a une confiscation du pouvoir, même s'il y a un refus d'alternance. Au Tchad également, il y a un début, ça pointe. Quand on regarde la capitale N'Djamena, même si sur le plan de l'environnement, la nouvelle architecture ne permet pas de dire qu'on a été au top de ce qui peut être fait, oui. il y a quand même une petite révolution. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. C'est-à-dire qu'au Tchad, malheureusement, ces éléphants blancs sont l'enrichissement des familles du président. Et là, moi, je pense que ce n'est pas le moment d'aller dans le fond. Tout le monde le sait. Et tout ce qui sont construits aujourd'hui, la Société nationale d'entretien routier, qui est tenue par le grand frère du président Déby, qui est actuel ministre de la Communication, qui font des rues bitumées, qui ont une durée de vie de 2 ans. Alors que l'avenue Charles de Gaulle au Tchad, pour ceux qui connaissent le Tchad, a une rue bitumée des années 60 et cette avenue tient jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc pour vous dire, c'est une façon d'enrichissement et les constructions ne sont pas faites dans les normes internationales. Et là, c'est une nouvelle forme aussi d'exploitation et ça ne peut pousser qu'à une frustration. Je vais vous rappeler, on parlait d'éducation, le Tchad a un pourcentage de réussite de bac de 7%. 7%. Pour un pays pétrolier qui reçoit 2 milliards de dollars par an, où 12 millions de barils sont vendus depuis 2003. Donc pour vous dire que ce n'est pas un pouvoir populaire. Mais quel lien de cause à effet peut-il y avoir entre le fait qu'il y a une mauvaise réussite au niveau du baccalauréat et le régime politique? Parce que les besoins ne sont pas faits. C'est-à-dire que l'intérêt de ce gouvernement... L'investissement dans l'éducation n'est pas conséquent. J'en en arrive. C'est-à-dire que pour le chef suprême, qui est le président tchadien, l'intérêt n'est pas d'amener des enfants ou des jeunes pour former et faire former. L'intérêt, c'est d'acheter des armes pour d'autres raisons. Et quand on voit un peu dans le budget de l'État, il faut voir combien sont alloués à la santé, combien sont alloués à l'éducation. Donc pour vous dire qu'il y a une frustration totale. Et cet échec de 7% peut nous dire que l'avenir est sombre pour le Tchad. Et c'est pourquoi nous allons, c'est-à-dire des causes à effet, si Déby est là, si les autres sont là, Biya, si Blaise Compaoré était là, je pense que si hier, les Burkinabés, les jeunes, ne se sont pas soulevés pour les bouter dehors, et même on a vu de quelle façon il a été exfiltré, cette France-Afrique gangrène notre corps, gangrène l'Afrique. Nous avons aujourd'hui les moyens, c'est-à-dire nous avons les outils. Les outils, c'est qu'il y a parfois malheur. Et bon, l'Afrique s'est éclatée, les jeunes sont partis à l'extérieur et ils ont étudié. Ils ont une autre vision, une autre façon de voir les choses qu'hier. Mais ce ne sont pas les jeunes qui sont à l'extérieur qui font la révolution. La plupart du temps, on l'a vu au Burkina, par exemple, ou en Tunisie, ce sont les jeunes Tunisiens sur place, les jeunes Burkinabés sur place qui ont fait les révolutions. Exactement. Et il ne faut pas aussi... Il y a une interconnexion avec ceux de l'intérieur. Il y a des répondants à l'intérieur. Malheureusement, la France-Afrique a cette vie, comme on dit, la vie des chiens. Mais quand même,
il faut le rappeler que ces malgouvernances sont les synonymes de la France-Afrique. S'il n'y a pas l'éducation, c'est parce que l'argent qui devrait être posé là est investi ailleurs. D'accord. Et Dassault a intérêt parce que Début veut acheter des armes aussi. D'accord. Quelque part, et c'est pour conclure sur le sujet, certains ont dit que les nouvelles interventions militaires françaises, que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad, où se trouve aujourd'hui le cœur de l'intervention au Mali, que ces nouvelles interventions sont là pour reconsolider la présence française dans des pays où elle commençait à s'étioler. Consolider peut-être, mais en tout cas, donner une meilleure image de la France, surtout dans le cas du Mali. Avant l'intervention Serval, la France était effectivement avait une certaine image au Mali, cette image qui est aujourd'hui commune, qui est partagée par tous les Africains. Après l'intervention, les quelques mois qui ont suivi l'intervention, les Maliens ont applaudi de deux mains, à tel point que Hollande a dit à Bamako, c'est le plus beau jour de ma vie politique. Voilà, donc ça veut dire que la France, à travers cette intervention qui a soulagé le peuple malien, a racheté un peu les passifs de la France par rapport à tout le comportement que le président précédent a eu, Sarkozy, par rapport au Touareg, par rapport à la rébellion, pardon. Et puis, bon, en intervenant avec Serval, la France a redoré le blason. Hollande a redoré le blason de la France au Mali. Il se trouve que tout simplement, l'habitude est une seconde nature. Quelques mois plus tard, les mêmes Maliens sont revenus aujourd'hui à se poser la question, qu'est-ce que la France cherche au Mali en continuant à soutenir un mouvement rebelle, un mouvement qui a été un peu le porteur des djihadistes, des terroristes dans les régions nord du Mali, qui est le MNLA. Les Maliens ne comprennent pas comment on peut venir sauver le Mali et en même temps laisser ces cailloux dans la chaussure des Maliens, qui est le mouvement rebelle. Ça veut dire qu'en intervenant aujourd'hui, que ce soit au Mali, en Centrafrique, sous la forme très très réservée, et en ayant comment s'appelle, l'opération Barkhane qui va être dans tout le Sahara, la France essaye de récupérer un peu le passif qu'il a eu à travers les bases qui étaient présentes. Parce que les bases qui étaient présentes à l'époque, c'était des arrière-cours, c'était des lieux où on formait des officiers nationaux toujours prêts à faire un coup d'État. C'était des lieux où le président de la République, en cas de pépin, il peut tout simplement prendre même souvent des couloirs pour arriver directement dans la base et être en sécurité. L'image que la France avait à l'époque, c'était celle-là. Les interventions récentes ont permis effectivement de récupérer un tout petit peu, mais même avec là, comme je l'ai dit, l'habitude est une seconde nature. Aujourd'hui, dans un pays comme le Mali, il est très très difficile de défendre l'image de la France. Même ceux qui ont soutenu l'opération Serval, qui l'ont souhaité de leur vœu, comme la diaspora, aujourd'hui on a beaucoup de mal à faire comprendre aux Maliens qu'à l'époque, c'était quelque chose de très très important, de très utile, parce que nous n'avions pas les moyens de nous défendre. Maintenant, derrière cette intervention, il y a eu ce passif que je disais tantôt. L'image de la France en Afrique, elle changera en fonction, effectivement, des besoins des Africains. Et comme je le disais tantôt, il faut que les Africains comprennent bien de quoi ils ont besoin. L'analyse de leurs besoins, la définition des besoins et comment on fait pour y arriver, avec qui on va le faire, est essentiel aujourd'hui à l'étape. Et ça, ce n'est pas une opération de la société civile, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des commerçants, des hommes d'affaires, ça c'est une opération politique. D'accord. Les hommes politiques de la place doivent être à la hauteur de cette ambition-là, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Et malheureusement, en Afrique, l'opposition n'a pas de vie, l'opposition n'existe pas. Les dirigeants africains de l'opposition arrivés au pouvoir, ils deviennent pires que ceux qui étaient au pouvoir avant eux. Et ça tue la créativité, ça tue l'énergie dans un pays. Ça tue également la confiance. Ça tue la confiance entre les populations. Voilà. Et c'est le moment pour moi de reconvoquer Marc Onaï-Sangui pour parler des solutions. Il y a notamment ce mouvement qui a été lancé, Tournons la page. Il en parle dans ce court extrait qui suit.
Tourner la page des dictatures, tourner la page de la France-Afrique, aujourd'hui c'est un impératif. Selon Marc-Onaï Sangué, ça passe par l'éducation. Quel est votre avis là-dessus, M. Cissé? Entièrement d'accord avec lui. Ça passe par l'éducation. L'éducation didactique, comme on le disait, l'école, la formation professionnelle, mais l'éducation des populations, c'est-à-dire avoir une masse critique des citoyens, puisque la démocratie est d'abord synonyme de transparence, certes, de participation, oui, mais surtout de confiance. S'il n'y a pas de société de confiance, il n'y a pas de démocratie. Il faut que les gens aient confiance en ce en quoi ils participent. Et lorsqu'ils participent à quelque chose, qu'il y ait une large transparence pour qu'ils comprennent, pour qu'ils voient, puisqu'à tout moment, ils puissent ajuster ce qui est en train de se faire. L'opacité qui entoure les pouvoirs en Afrique, qui entoure les actions de certains gouvernants en Afrique, est un frein considérable à l'évolution de la société africaine. L'opacité qui entoure la gestion des affaires publiques en Afrique ne contribue pas à la restauration de la confiance entre les populations. C'est pour dire tout simplement que je suis entièrement d'accord qu'il faut aller vers l'éducation citoyenne, vers la formation des jeunes dans des domaines, dans les secteurs clés, dans des secteurs où vraiment on est convaincu que les populations tireront leur épingle du jeu. Il faudrait que la transparence aidant, puisqu'on a aujourd'hui tous les outils pour la transparence. Les médias, la communication, la télécommunication, et aujourd'hui des logiciels qui permettent d'établir des tableaux de bord, qui donnent des éléments d'information très précis. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'Afrique prenne le train, pour ne pas dire le supersonique qui est en train de voler. Puisque, il faut se le dire clairement, le monde entier se dirige vers l'Afrique. Tous ceux qui pensent qu'ils veulent avoir un avenir se dirigent vers l'Afrique. Et si l'Afrique n'est pas prête, si elle ne prend pas les dispositions nécessaires, elle va être le dindon de la farce. Elle va tout perdre. On viendra une fois de plus la désosser et puis partir ailleurs pour construire des avenirs meilleurs pour les uns et les autres. Donc il faut qu'on soit prêt. Et pour qu'on soit prêt, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes maintenant, pas demain. D'accord. Votre réaction, M. Assilek? Moi, je dirais que c'est vrai, ça doit passer par l'éducation. Mais si, de par l'histoire, on veut comparaître Pol Pot et Lula da Silva, la différence est nette. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'avec l'éducation. Moi, je pense qu'il faut des très bons dirigeants. Des dirigeants qui aiment leur pays, des dirigeants patriotes, et que ce pouvoir... Et on pourrait leur passer d'être dictateurs. Il faut nécessairement que la population arrive à prendre le pouvoir et que le pouvoir revient au peuple. C'est-à-dire, en ce moment-ci... Parce que quand vous évoquez Pol Pot, moi je pense d'abord Pol Pot a fait Sorbonne, c'est ça. Oui. C'est un peu ça. Et Lula da Silva, c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'école, hein. C'est un autodidacte. Oui. C'est un peu ça que je voulais dire. D'accord. C'est-à-dire, là maintenant, s'il faut revenir à cette explication, c'est que le pouvoir du peuple, en ces temps, le dirigeant qui ressort du pouvoir populaire n'a pas peur demain d'un doigt indexant d'elfe, de bouillique ou de je ne sais quoi. Un chef qui est élu par le peuple de façon souveraine, qui a une assise populaire, qui a une assise populaire, oui, ne craint même pas la France-Afrique. Et ces chefs-là, s'ils veulent demain se maintenir, peut-être à changer, modifier, non, qu'ils acceptent de partir. Parce que tout le monde peut revenir et faire. Et moi, j'aimerais simplement revenir que pour cette histoire de Barkhane et autres, pour que l'Afrique arrive à se prendre en charge, il faudrait que la France aussi laisse aux Africains, c'est-à-dire de vivre leur vie. Moi, je peux dire ça. Une femme peut vous dire, écoutez, laissez-moi vivre ma vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... elle ne doit plus intervenir militairement? C'est ce que vous traduisez? Oui, parce que je vais vous... par rapport au Barkhane, on sait que Barkhane intervient sur 5 pays, oui, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina, le Niger. Et on a vu la Serval qui est devenue Barkhane, Sangaris, on a vu en Centrafrique, qui n'ont pas donné, bon, je dirais Centrafrique, n'a pas donné le résultat escompté. Et en présence de l'armée française, il y a eu des tueries de masse. Donc, je pense que aujourd'hui, la solution, c'est qu'il faut de pouvoir qui doit passer par le peuple et que la France ne doit pas s'ingérer. Moi, je n'étais pas d'accord quand le frère disait que la France-Afrique ne pouvait pas empêcher s'il va avoir au Tchad, on a vu
Des gens ont fait des raids pour venir dans la capitale, mais la France avait bombardé le colonel rebelle. Donc, l'éducation, oui, mais il faut des bons dirigeants. L'abbé Pierre disait que la misère ne se gère pas, elle se combat. D'accord. Très bien. Votre mot de la fin, M. Cissé? Oui, j'ai envie de dire à la fin de cet échange enrichissant que la France-Afrique, elle ne mourra pas, parce que la France-Afrique est d'abord un concept de défense des intérêts. Et lorsque on est dans un système où chacun doit défendre ses intérêts, individuellement, collectivement ou sur le plan continental ou même l'humanité entière, il faudrait que chacun prenne sa part de responsabilité dedans. Et en prenant notre part de responsabilité en tant qu'Africains, nous avons besoin effectivement d'avoir des dirigeants éclairés, des dirigeants démocratiquement élus, mais qui ont leur assise sur des citoyens, des vrais citoyens, capables de participer, capables de comprendre et capables d'impacter le fonctionnement des institutions. Et au sein d'une société où il y a un minimum de confiance entre les différents éléments, les différents acteurs. Et pour cela, la responsabilité de notre génération est très très forte parce que tout simplement, nous sommes à un tournant de l'histoire où le monde entier a les yeux braqués sur nous. Si nous ne prenons pas notre responsabilité, si nous ne faisons pas en sorte d'avoir une masse critique des citoyens en Afrique, des institutions fortes en Afrique, des textes, des règlements qui permettent, lorsque nous recevons des partenaires, lorsque nous recevons des contrats, lorsque nous recevons des personnes qui veulent investir en Afrique, que ceci soit bien cadré et bien compris par les uns et les autres. Donc, des gens bien formés, capables de mener ce genre d'action. Si nous ne faisons pas ça, nous allons rater ce tournant-là. Et l'Afrique ne peut pas se permettre de rater encore un tournant, après tout ce que nous avons connu par le passé. D'accord. Votre mot de la fin Moi, le mot de la fin, c'est simplement dire que l'Afrique et la France, pour ne pas dire France-Afrique, surtout les pays francophones, et surtout les pays de colonies françaises, si l'exploitation des ressources minières sont faites de façon très équitable, où les richesses profitent à la population, où la coopération, c'est-à-dire que l'intérêt soit la population, c'est-à-dire la justice sociale, la bonne gouvernance, et que si la France, qui s'est servie de l'Afrique toujours avec des béquilles, dans les instances internationales, on a vu que la France a intervenu dans ce sens-là. Nous demandons à ce que cette France peut poser des conditions à ce que les chefs d'État ne vont plus modifier la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Parce que le fait de pérenniser, de confisquer le pouvoir, sont aussi source de problèmes et de conflits. Donc c'est pourquoi nous voulons maintenir cette coopération, mais nous ne voulons pas que la France fasse le choix d'un homme et délaisse des millions de populations. Parce que nous ne voulons pas non plus qu'un Français lambda, monsieur tout le monde, va au Tchad, va au Mali, soit kidnappé ou tué. Parce que la politique française a des conséquences directes sur la population, sur le lambda français. Alors que nous savons qu'ils n'ont ni de près, ni de loin des décisions sur ce qui se passe à l'extérieur de leur pays. Voilà ce que nous demandons. Parce que prendre le choix, accepter le choix des millions de personnes est mieux que de prendre une personne ou sa famille. Et c'est aussi dans l'intérêt des Français. Voilà ce que nous voulons amener comme message. Merci beaucoup, Monsieur Abakar Assilek. Je rappelle que vous êtes le responsable des patriotes de la diaspora tchadienne en France. Je remercie également Monsieur Mamadou Cissé, qui est le secrétaire adjoint aux relations internationales du PARENA. C'est un parti politique malien. Le PARENA, c'est le Parti pour la Renaissance nationale. Je vous remercie également d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Merci.